Deuxième partie de Dernier Cri sur Fréquence Mort. À notre invité Nicolas Stanzik, critique entre autres au Nouvel Observateur, invité du Festival du film anglais et irlandais d'Ajaccio et de la Cinémathèque. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et puis vous donnerez aussi, on va le dire rapidement avant que j'oublie, une conférence à 14h au lycée Joe Kant et dans l'amphithéâtre pour les élèves et puis pour tout le monde, pour tous les gens qui ont envie d'y aller. C'est ouvert à tous. Hein. Voilà, tout le monde peut venir. Voilà, vous me le confirmez. Tout le monde sera très bien accueilli. Et vous serez ce soir à 23h au Palais des Congrès d'Ajaccio. C'est ça, oui, pour présenter Le Bal des Vampires, une séance vintage. De Roman Polanski. Alors, vous signez un livre dans les griffes de la Hammer. Je crois que c'est une réédition. Oui, c'est en fait, c'est la deuxième édition, mais c'est pas tout à fait le même bouquin. C'est-à-dire qu'on on en voulait plus. Voilà, on en voulait plus, on en a donné plus. Il y a des chapitres en plus, il y a des photos en plus, il y a toutes sortes de choses en plus. C'est l'édition enrichie, augmentée. Il est abondamment illustré, effectivement. Voilà. Donc, alors, je le signale. Vous avez de la chance, vous avez le livre. Oui, moi, je le lis. Bah oui. Il y a en particulier, alors je le signale pour les amateurs, une affiche de Dracula 73 qui est signée Michel Landi, affichiste corse. Donc ça, c'est quand même, voilà, ça nous fait plaisir. Dont nous avons souvent parlé grâce à la Cinémathèque Casadilou. Mais comment se passionne-t-on, pour la Hammer quand on est né en 1978? Oui, a priori, c'est curieux ça, parce que la Hammer cesse de produire précisément en 79, donc a priori, c'est pas ma génération. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est un petit peu ce qui se passe pour tous les cinéphiles fantastiques. Tout a commencé avec une vision manquée. En fait, en 1985, pour être précis, moi j'avais 7 ans, j'étais en CP, un soir est passé à la dernière séance, l'émission culte d'Eddie Mitchell, Le Cauchemar de Dracula. J'ai aperçu l'affiche dans, c'était peut-être Télé 7 jours ou Télérama, je saurais pas trop dire la revue de mes parents, et j'ai été absolument fasciné, je voulais voir absolument ce film. Il y avait une espèce de violence graphique étonnante, enfin ça avait l'air d'être quelque chose de tout à fait stupéfiant. Alors j'ai supplié mes parents de voir le film, et bon, j'avais école le lendemain, ça passait à 22h, j'avais 7 ans, et donc vous n'êtes pas caché derrière le canapé? Non, j'ai pas pu. Comme j'aurais pu le faire. J'ai voulu me cacher derrière le canapé, mais ça n'a pas été possible, et donc du coup je n'ai pas vu le film. Et de cette vision manquée est née une espèce de frustration. Je crois que pendant 2 ou 3 ans qui ont suivi ce soir-là, j'ai regardé chaque semaine dans le programme télé si un film de vampire, un Dracula avec Christopher Lee, un Dracula de la Hammer était programmé à la télé. Or, à la télévision française, à l'époque, ça n'arrivait quasiment jamais. Donc il a fallu attendre 1987 ou 1988, quelque chose comme ça, pour que, à nouveau, la dernière séance passe un Dracula. Cette fois, c'était Dracula Prince des Ténèbres. J'ai pu le voir et ça a été un coup de foudre total. Voilà. Et cependant, les films de la Hammer étaient sortis du purgatoire dans les années 70. Oui, ils étaient sortis du purgatoire critique, mais pas en ce qui concerne la télévision. C'est-à-dire que il aurait fallu que vous alliez quand même dans des petites salles de cinéma un peu particulières. Exactement. Et puis c'était pas diffusé à 20h30, jamais. Non, ça jamais. Le premier Hammer qui a été diffusé à la télévision française, c'était en 1975, c'était Le Cauchemar de Dracula, et donc 17 ans après sa production. Donc il y a un décalage absolument énorme. Et c'est vrai que pour les voir en salle, il aurait fallu aller dans des salles spécialisées, des salles sulfureuses, de mauvaise réputation, les salles de quartier parisiennes, par exemple, comme le Brady ou le Colorado, des salles dans lesquelles sont tassés les clochards, parce que c'était les salles permanentes, donc du coup on pouvait acheter son billet le matin et y passer toute la journée. Il y avait toutes sortes de trafics un peu mystérieux, il y avait des histoires aussi de prostitution dans ce genre de salle, donc c'était évidemment c'était pas simple d'accès, surtout pour un gamin de 7 ans en CP, donc voilà. Mais très attirant. Mais très attirant. Néanmoins. Bah oui, c'est l'attraction des interdits. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui change, Nicolas Stanzik, avec la Hammer? Parce que du film d'horreur, du film fantastique, il y en a eu avant. Dracula, Bela Lugosi, Todd Browning et pas mal d'autres, Frankenstein. Est-ce que c'est l'érotisme ou il y en avait déjà? Oui, en fait, c'est l'érotisme en toute conscience. Ça, c'est vraiment la grande rupture de la Hammer. C'est-à-dire que si on prend le mythe de Dracula dans les années 30, effectivement, il y a une part érotique, même des Murnau, des Nosferatu. L'érotisme a toujours fait partie du mythe du vampire. Mais avec Le Cauchemar de Dracula, pour la première fois, l'érotisme
l'exotisme, c'est le sujet. Dracula, c'est une bête sexuelle, on est dans la pulsion sexuelle. Vraiment, c'est complètement assumé de cette manière-là. À l'écran, en gros, il n'y a pas un plan qui ne parle pas de ça. Vraiment, c'est vraiment le cœur du film. Et tout le traitement de ces films-là en couleur, hein, ça c'est l'autre aspect important, c'est que pour la première fois, le fantastique se décline en couleur, là où jusqu'à présent, on était dans l'héritage de l'expressionnisme allemand. En gros, le fantastique, l'horreur, c'était forcément le un jeu d'ombre, voilà, ouais. clair-obscur, un jeu d'ombre et de lumière, voilà. Avec la Hammer, plus du tout. Pour la première fois, on filme avec un Technicolor voluptueux, on ose filmer le sang et on joue la carte en gros, d'une esthétique sanglante, éminemment évocatrice, éminemment érotique. Voilà, ça c'est la grande rupture. Et au niveau du public, l'autre rupture, en tout cas pour ce qui concerne la France, c'est que c'est avec la Hammer finalement qu'on découvre les grands mythes. On découvre Dracula, on découvre Frankenstein avec la Hammer, alors que effectivement on aurait pu s'imaginer que ça aurait pu être avec les romans, mais pas du tout. C'est parce que les films de la Hammer ont du succès qu'on finit par éditer les romans en version intégrale dans les années 60. Donc c'est vraiment avec ces films-là qu'on s'est initié au genre, qu'on s'est initié aux grandes mythologies, et ça a été vraiment une espèce de bataille d'Hernani, tout simplement. Et c'est un regard britannique sur des œuvres qui sont nées en Angleterre ou pour Stoker en Irlande, évidemment. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment la réappropriation par l'Angleterre d'un patrimoine culturel typiquement anglais. Jusqu'à présent, effectivement, les précédentes versions, c'était dans les années 30, c'était la Universal qui les produisait aux États-Unis, et il y avait une autre sensibilité à l'œuvre. Dans les films de la Hammer, on n'est pas dans une espèce de Transylvanie subcarpatique d'opérette. Non, on est en fait, on ancre tous ces films dans une société historique très précise. C'est l'ère victorienne, et c'est ce qui fait que ces films sont éminemment subversifs. En fait, c'est parce qu'on met en scène des monstres qui vont mettre à mal les valeurs victoriennes qui, pour une part, sont encore largement présentes dans l'Occident des années 60. Donc en gros, tout ça, ça participe un petit peu de la révolution pop. C'est à mettre en parallèle avec ce qui se passe par exemple avec les Rolling Stones quand ils chantent I Can Get No Satisfaction en 65. Le cauchemar de Dracula, c'est un peu la même chose, c'est une espèce d'appel à l'orgasme. Voilà. Les grandes gueules de la Hammer, mis à part Christopher Lee que tout le monde connaît. Alors il y a son alter ego, c'est-à-dire Peter Cushing. Ouais. En fait, c'était les deux grandes stars maison, c'était un petit peu les Laurel et Hardy de l'horreur. Ils étaient très complémentaires, l'un incarnant les monstres physiques, Christopher Lee, donc Dracula, la créature de Frankenstein, la momie, voilà. Oui, on découvre dans votre livre qu'il n'a pas fait que Dracula. Bien sûr, oui. Il a fait d'autres monstres. Il a fait Rasputin, le moine fou également. Exactement, oui, Rasputin, où il fait une prestation absolument mémorable et tout à fait étonnante et très réussie d'ailleurs. Et face à lui, donc, il y avait Peter Cushing qui lui était plutôt l'incarnation de monstres non pas physiques mais moraux. Donc le baron Frankenstein, qui est le vrai monstre de la série des Frankenstein de la Hammer. En fait, c'est le créateur, c'est pas la créature. Et c'est Peter Cushing qui est absolument effrayant, fascinant, éminemment subversif, parfois même presque luciférien. Voilà, il y a une dimension de cet ordre-là. Il a incarné également l'ennemi juré de Dracula, le professeur Van Helsing, le tueur de vampires professionnel. Il a incarné Sherlock Holmes. Voilà, enfin en gros, c'est le cycle Hammer s'est décliné autour de ces deux grandes stars maison. Et puis, il y a le réalisateur, Terence Fisher. Le réalisateur Terence Fisher. Alors lui, évidemment, c'est le pivot de toute cette histoire. Ce qui est fascinant avec la Hammer, c'est que c'est à la fois du cinéma de genre, de manière évidente, il y a un univers qui se perpétue de film en film, il y a une esthétique qu'on retrouve, il y a des éléments récurrents, la petite taverne sympathique à l'entrée du village dans lequel il y a quasiment des codes. Hein. Voilà, il y a des codes, c'est vraiment le cinéma de genre par excellence, mais derrière le cinéma de genre, il y a un auteur, c'est Terence Fisher, et lui, il amène des innovations absolument capitales. En fait, il utilise autant le genre qu'il le réinvente. Voilà, l'esthétique sanglante de la Hammer, c'est lui qui l'initie, et au-delà de ça, il a même inventé ce qu'on pourrait ce qu'il avait théorisé sous le nom de matérialisme fantastique. En gros, c'est après la peinture d'un inconscient collectif, c'est-à-dire expressionnisme allemand dans les années 20, après un fantastique, on va dire, déréalisé, poétique, ça c'est l'épouvante universelle des années 30, après un fantastique de l'invisible et d'indicible, ça c'est les productions Val Newton, Jacques Tourneur, Robert Wise dans les années 40, Fisher, lui, propose un cinéma fantastique humaniste, fait de monstres de chair et de sang, qui évoluent comme des entités symboliques dans un monde bien réel, le nôtre. Voilà. Et ça, les femmes dans tout ça. Et les femmes dans tout ça, autre
autre élément capital. Voilà, on a parlé des James Bond Girls à l'époque, mais il y a les Hammer Girls aussi, et évidemment ça c'est ce qui contribue au succès de ces films. Voilà, ce sont de très belles jeunes femmes qui sont tantôt de redoutables prédatrices, tantôt au contraire la proie des monstres, mais la proie souvent consentante. Ça en général c'est un élément qui contribue à l'érotisme de tous ces films. Et il y a le fameux décolleté plongeant de Hammer. Ça c'est évidemment c'est une image. Ça c'est pour le cou tout simplement. Pour le cou bien sûr, voilà. Le cou et la nuque dégagée. Pour mettre en évidence le cou. Elles ont de vrais rôles du texte ou on parlait du western récemment justement grâce à la Cinémathèque dans cette même émission où vraiment le rôle des femmes était pas terrible. Dans la Hammer. Tout dépend des films en fait. Il y a eu des monstres féminins. Donc dans ce cas-là, évidemment, il y a un rôle de premier plan. Il y a eu par exemple la Gorgone, la femme reptile. Dans les années 70, il y a même eu un cycle autour de la figure de Carmilla, notamment avec un film qui s'appelle The Vampire's Lover de Roy Ward Baker avec Ingrid Pitt dans le rôle de Carmilla. Les deux viennent de disparaître d'ailleurs, Roy Ward Baker et Ingrid Pitt, il y a quelques semaines. Voilà des rôles qui étaient réellement importants et réellement intéressants. Après, parmi les autres Hammer Girls, il y a aussi quelques actrices vraiment talentueuses. Je pense par exemple à Barbara Shelley elle joue le rôle de la Gorgone. Alors ça c'est un rôle important de monstre, mais par exemple dans Dracula Prince des Ténèbres, elle est absolument parfaite en victorienne très collée montée, qui va se révéler être la victime toute désignée du comte Dracula, qui va se révéler être une vampire tout à fait extraordinaire, une espèce de furie aux instincts libérés dans la seconde partie du film. Donc oui, il y a des rôles aussi féminins importants chez la Hammer. Qu'est-ce qu'on fait écouter à Nicolas Stanzik, Patrice? Parce qu'attention, il est musicien aussi. Il est musicien, vous savez ça. Il a un groupe. Ultrazine, c'est ça? C'est ça, oui. Mais ça ne peut pas lui déplaire. Non. Allez, on écoute. Voilà, Nicolas a beaucoup apprécié ce choix. Vous serez ce soir à la Cinémathèque et tout à l'heure à 14h au lycée Joe Kant et de Casabianca dans l'amphithéâtre. Oui? Oui. Voilà. Je croyais que vous alliez préciser. Ah, Ajaccio, pardonnez-moi, vous avez raison de le préciser. Au Palais des Congrès d'Ajaccio, pardonnez-moi. Et demain, en signature à la librairie Album, place Foch à Ajaccio. Ajaccio, oui. Voilà, pour votre ouvrage dans les griffes de la Hammer, nouvelle édition. Et vous voulez dire quelque chose, Patrice? Eh oui, j'aimerais bien que Nicolas nous situe le bal des vampires par rapport à la Hammer. C'est ce que j'allais dire. Alors ça, le bal des vampires pour les fans de la Hammer, c'est un film en général qui est perçu comme étant éminemment problématique, parce que en gros il fait le film en 1967, la Hammer est déjà bien installée depuis 1957, il y a eu déjà 4 films de vampires réalisés et par Terence Fisher et par Don Sharp. Il y a eu Le Cauchemar de Dracula, Les Maîtresses de Dracula, Le Baiser du Vampire, Dracula Prince des Ténèbres. Et donc quand il fait le film, eh bien les fans de la Hammer se posent la question, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de récupérer le truc de manière grand public, alors que c'est défendre la Hammer, c'était quelque chose d'éminemment difficile dans les années 60. Mais comment il a l'idée de faire le film? Est-ce qu'on lui demande ou est-ce que c'est vraiment lui qui a envie de faire ce film? Ça vient de lui. Parce que tout simplement, il fait son premier film, son premier long métrage en 62, c'est Le Couteau dans l'eau. Ouais. Après ça, il part à Paris. Et à Paris, notamment, il va fréquenter une salle qui s'appelle le Midi Minuit, qui a donné d'ailleurs son nom à la revue Midi Minuit Fantastique, qui défendait la Hammer. Et dans cette salle, il découvre les productions de la Hammer. Et finalement, il n'en rate pas une. Voilà, il adore ces films-là. Enfin, il s'en amuse beaucoup. Je sais pas s'il les considère réellement comme des grands films ou c'est pas forcément à ce niveau-là que ça se situe, mais en tout cas, il prend énormément de plaisir à les voir et il s'y amuse beaucoup. Il y va avec des amis et dans toutes les interviews qu'il fait au moment de la sortie du Bal des Vampires, il explique que tout simplement, il a fait le Bal des Vampires parce que il voulait traduire l'amusement qu'il avait à voir ces films-là. Quand on voit un film d'horreur, très souvent, on rit, non pas parce que on n'a pas peur, mais parce que le rire a une vraie fonction de libération dans le processus. C'est le côté ludique du cinéma d'horreur. Et bien donc lui, ce qu'il a en tête de faire, c'est une espèce de manière de projeter ses émotions de spectateur sur l'écran. De ce point de vue-là, c'est tout à fait différent des films de la Hammer. C'est presque une démarche un peu postmoderniste, comme par exemple aujourd'hui Tarantino ou Tim Burton le font. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils projettent leurs émotions cinéphiles fondatrices, enfantines ou adolescentes. C'est vraiment ça. Mais est-ce qu'on l'a pris pour une critique au départ? Alors là, il y a eu énormément de malentendus. Si on prend par exemple Télérama, c'est ceux qui étaient partis en croisade contre la Hammer
au moment du cauchemar de Dracula. Gilbert Salakas, il a écrit texto, ce cinéma-là, ces films-là vont créer des générations de détraqués, de pervers. C'est un attentat caractérisé à la dignité du public. Il n'avait rien vu. Voilà. C'est un phénomène certes intéressant pour les sociologues, mais c'est un phénomène surtout scandaleux. Voilà. En gros, voilà ce qu'ils écrivaient noir sur blanc. Du coup, quand le bal des vampires sort, le même Gilbert Salakas dans Télérama écrit « Merci Monsieur Polanski d'avoir ridiculisé Lucifer ». Mais évidemment, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le propos du bal des vampires. C'était pas l'intention. C'était pas l'intention du tout. Il y a voilà, c'était on est dans un film très étrange en fait. Il prive le spectateur du rire libérateur vu qu'il le met en scène, ce rire libérateur. Ce qui fait qu'en gros, il nous fait il crée une espèce d'expérience inédite de l'horreur tout en racontant quelque chose qui est d'irrésistiblement drôle. En fait, plus c'est drôle, plus c'est horrible, plus c'est horrible, plus c'est drôle. C'est vraiment ça. On est dans une comédie d'horreur. On est absolument pas dans une parodie, absolument pas dans une caricature. Mais ça, à l'époque, les gens ne l'ont pas vraiment compris. Alors Télérama, ils ne l'ont pas compris. De la même manière, les amateurs de cinéma de genre, eux, ne l'ont pas tout à fait compris non plus, parce que en plus, bon, voilà, Polanski était assez provocateur. Il a pas hésité à se moquer un peu des productions Hammer parce que voilà, il vendait son film en disant qu'il lui était capable de faire mieux. Grosso modo, ça faisait partie un petit peu de sa promotion. Donc du coup, les amateurs de films de genre n'ont pas apprécié la chose, et même ceux qui ont pris le film pour ce qu'il était et ont vu qu'il s'agissait d'un film personnel, d'un film tout à fait intéressant. Eux aussi, ils se sont trompés un petit peu sur pas un certain nombre de points. Ouais. Pour eux, c'était le dernier film de vampire, il y en aurait plus. On sait depuis que voilà, c'est une prophétie qui s'est révélée tout à fait inexacte, et particulièrement en ce moment. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Et tout ça portait la patte d'un grand réalisateur. Bien sûr. C'est un film éminemment Polanski. On retrouve plein d'éléments de son parcours personnel. Le folklore juif orthodoxe d'Europe centrale, on retrouve son goût pour les maisons maléfiques, l'innocence pervertie, enfin toute cette thématique là. Et puis il y a ce traitement extrêmement original, voilà, jouer de la réversibilité, de l'humour et de l'horreur, voilà, et ça marche brillant. Même sur le jeune public, hein, oui, pour l'avoir testé, ça fonctionne très bien. Ça marche toujours, bien sûr. Il y a un vampire gay qui vient de la Hammer d'ailleurs. Alors justement, qu'est-ce qu'il emprunte de façon tout à fait assumée à la Hammer? Alors énormément de choses. D'abord, l'esthétique sanglante de la Hammer, le fait de jouer la carte du sang, d'une érotisation du sang à l'écran, bah voilà, ça c'est l'héritage de Fischer. Polanski en joue très clairement dans son film, dans un certain nombre de séquences clés. Il reprend la figure aristocratique du vampire inventée par Christopher Lee, c'est-à-dire en gros le double visage du vampire, l'aristocrate racé jusqu'au bout des ongles, qui parle voilà avec une langue tout à fait élégante et qui en même temps d'une minute à l'autre peut se révéler être une pure force bestiale. Là, c'est Christopher Lee. Il reprend la figure du chasseur de vampires professionnel, donc Van Helsing dans le cauchemar de Dracula. Là, ça donne l'hilarant professeur Abroncius, spécialiste des chiroptères polycéphalus. Il reprend des maîtresses de Dracula, le vampire gay. Donc dans les maîtresses de Dracula, il y a le baron Meinster qui est un vampire tout à fait ambivalent, très étrange, qui visiblement n'a pas tout à fait réglé son complexe d'Oedipe parce qu'il vit enchaîné dans son château avec une espèce de grande chaîne qui est une sorte de cordon ombilical. Voilà, c'est assez étrange. On retrouve cette figure-là c'est le fils du comte Herbert von Krollock. Il a la même coiffure. C'est un blondinet. Du baiser du vampire, il reprend l'idée du bal. Voilà, parce que c'est la Hammer qui fait un bal des vampires dans le baiser du vampire, et de Dracula Prince des Ténèbres, il reprend en gros l'ambiance hivernale du film. En gros, il y a plein d'éléments très clairement empruntés à la Hammer. Et complètement assumés. Et complètement assumés, bien sûr. Ouais. On n'a plus le temps, on n'a même pas parlé de la musique, parce qu'il y aurait plein de choses à dire dans ces films. La musique qui est vraiment un personnage principal. On pourrait l'écouter pendant des heures, Nicolas Stanzik. Donc vous le retrouvez tout à l'heure à 14h. Je l'ai dit, à l'amphithéâtre du lycée Joconte et de Casabianca, c'est ouvert à tous. Et puis ce soir, au Palais des Congrès d'Ajaccio, dans le cadre du festival du film anglais et irlandais. Voilà, l'invité du festival et de la Cinémathèque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai plaisir. Et je rappelle que vous dédicacerez votre livre, Place Foch, demain. C'est ça, à la librairie Album. À la librairie Album. C'est à quelle heure? De 10h à midi. De 10h à midi, dans les griffes de la Hammer. Merci beaucoup. Merci à vous.